Euh, euh, le procès Félix Katanga, voilà, et Félix Abaro Katanga, qui avait été déjà condamné en première instance à 20 ans de prison. Et donc, la dernière fois, pendant 2 semaines, il y a eu le procès en appel à la Cour d'appel. D'ailleurs, un procès qui a paralysé totalement les activités de la Cour d'appel. Les juges ne pouvant pas venir tranquillement au bureau parce que à chaque fois que vous voulez venir à votre lieu de service, vous étiez soumis à des fouilles des militaires. On retirait les téléphones de tout le monde, y compris les magistrats, les greffiers et tout ça. Et donc, pendant 2 semaines, la cour d'appel était paralysée. Et pourtant, on aurait pu tenir ce procès peut-être même dans une caserne, puisque M. Félix Katanga était jugé par le tribunal militaire. Donc, on aurait pu délocaliser ce procès-là ailleurs et laisser la Cour suprême et la Cour d'appel faire son travail. C'est des dossiers qui s'empilent à la Cour d'appel. Déjà qu'on n'a pas suffisamment de magistrats. Vous arrivez aujourd'hui à la Cour suprême qui est en voie d'être supprimée. Et il y a plein de dossiers qui sont là-bas. Il y a des juges qui manquent. On n'arrive pas à organiser des audiences pour vider les dossiers. Et on a pris 2 semaines pour faire un simulacre de procès au bout duquel le général PAY a été condamné à 30 ans de prison. Ford lui a ajouté 10 ans. Ford, son papa, lui a ajouté 10 ans. Et ça, c'est quand même incroyable. Il y a le président du tribunal, je ne sais pas où, de la cour d'appel, qui a dit, qui a tenu une phrase que je vais reprendre plus tard pour nos soldats. Et il dit que quand on vous dit d'aller commettre des crimes, vous devez savoir que c'est seulement votre seule responsabilité qui est engagée. C'est ce qu'il a dit pendant le procès. Et ça, les militaires togolais doivent mettre ça dans la tête. Il faut que je retrouve l'intégralité de la phrase qu'il a prononcée et de la phrase qu'il a prononcée à ce procès-là, le président du tribunal. Il était en train de rappeler les dispositions à un soldat ou à un officier en lui disant, écoute, la loi permet que tu refuses d'exécuter les ordres parce que c'est un ordre qui est illégal. Et donc, si vous ne continuez pas à accepter de faire les basses besognes, vous êtes les seuls à être responsables devant les tribunaux. C'est ce qu'il a dit. Il faut que je retrouve cette phrase-là. Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Le procureur a lu un dispositif de la loi militaire stipulant qu'un militaire a l'obligation d'exécuter les ordres, mais en même temps, il est responsable des actes qu'il pose. C'est ce que le procureur a dit pendant le procès. La loi, le procureur militaire, il dit, la loi militaire stipule qu'un militaire a l'obligation d'exécuter les ordres, mais en même temps, il est le seul responsable des actes qu'il pose. Et ça, ce que le procureur militaire a dit, vous les militaires togolais, vous devez mettre ça dans la tête. Ça veut dire qu'on vous envoie faire les bêtises. Le jour où il y a des problèmes, vous serez seul devant la loi. Et c'est ce qui est arrivé à Katanga et ses amis. Et ça ne surprend personne. Parce qu'en réalité, quand on voit tout ce que Ford a mis comme dispositif en place pendant plusieurs années, au moins 2 ou 3 ans, pour démanteler le réseau Katanga et l'arrêter, je ne comprends pas pourquoi il va le libérer de sitôt. Parce que pour pouvoir arrêter Katanga, Ford a pris du temps. Il a neutralisé tous ces éléments qui sont dans l'armée, il a démantelé les unités qui étaient proches de Katanga, il a affecté certains qui étaient à la tête des unités opérationnelles avant d'aller le prendre comme un poussin. Donc, si Ford a mis autant de temps et beaucoup de moyens pour isoler le général Katanga avant de l'arrêter, ce n'est pas au cours d'un procès parce qu'il appelle papa que Ford va le libérer. Et ce qui arrive à nos militaires, ça doit servir de leçon à tout le monde. Et j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui servent Ford Gnassingbé ne le connaissent pas. Lui, il a une longueur d'avance sur vous. Il sait à quel moment il va neutraliser un certain nombre parmi vous. Les gens qu'il a utilisés pour des basses besognes, les gens qui l'ont servi, les gens qui ont profité aussi pour se servir, il sait. Il a les dossiers de chacun d'entre vous. Et il sait quand est-ce qu'il va vous neutraliser. Malheureusement, on a des officiers d'opérette.
des généraux d'opérette, des gens qui ne sont que des officiers sur le papier. Quand ils raisonnent, vous vous demandez s'ils ont vraiment fait des écoles de guerre, s'ils ont fait ci, s'ils ont fait ça. Des gens qui n'ont aucune capacité de lire les événements et d'anticiper le danger qui les guette, et ils se font prendre comme des poussins. Si on vous dit que ce général-là, qui faisait la pluie, le beau temps au Togo, qui était craint de tout le monde, va se faire arrêter comme un gamin et être aujourd'hui condamné à 30 ans de prison, on n'y reviendra pas. Donc, voilà. Et donc, ceux qui font aussi le zèle aujourd'hui, quand Faure n'aura plus besoin de vous, il va vous liquider dans un. Donc, c'est vous qui pensez que, bon, vous avez le pouvoir, mais c'est lui seul qui a le pouvoir. Vous n'êtes que des instruments qui sont dans ses mains. C'est comme les enfants qui jouent. Faure, il a l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Quand il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il joue au moins 1 heure de temps de jeux vidéo avant de voir dans quel pays il va décoller avec son jet. Donc, il joue un peu, je ne sais pas si c'est les mangas ou quoi, mais il joue les jeux vidéo. Ceux qui le connaissent savent qu'il joue beaucoup les jeux vidéo. Et donc, vous êtes comme des petits instruments que lui manipule sur sa tablette. Il déplace les pions. Et vous, dans vos petits coins-là, comme vous êtes des petits Mussolini, en dehors de lui, vous pensez que vous êtes des gens puissants. Mais à un moment donné, il vous démontrera que, en fait, vous n'êtes personne, c'est lui le chef. Et comme j'ai l'habitude de le dire, dans une dictature, seul le chef est dans la durée. Tous les autres, ce sont des fusibles qu'on saute à tout moment pour pouvoir pérenniser le régime. Donc voilà, bon, on n'a pas grand-chose à dire au général Katanga. Du courage à lui, bon courage à lui. En 2005, c'est lui qui a dit qu'un beau ne trahit pas, et donc il est dans sa logique, et on ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage. Alors, ça aussi, c'est déjà bon. Alors, il y a des gens qui sont dans AKP, qui m'ont encore écrit que le centre d'enfouissement des ordures AKP continue de dégager des odeurs pestilentielles dans tous les quartiers. Moi, je ne sais que faire. Moi, je n'ai que la voix pour dénoncer, interpeller. Et je voudrais inviter le ministre Kokoroko, qui est le ministre de l'Environnement. Je ne sais plus qui est le ministre de l'Urbanisme. Je pense que ça doit être Monsieur Adédié. Et le maire de la localité, franchement, à se déplacer dans cette zone-là. S'il faut trouver une solution à ce centre d'enfouissement-là qui est devenu un véritable danger pour toutes les populations riveraines, il faut y aller. Parce que les gens sont en train de mourir d'étouffement. Les gens sont en train de mourir d'odeurs pestilentielles. Les gens sont en train de mourir de maladies dans toute la zone d'Akepe là-bas. Je l'ai déjà dit une fois. Les gens m'ont fait le retour que quand j'ai dénoncé ça, ils sont venus répandre des produits qui ont atténué un peu les odeurs. Et depuis 2 semaines, les odeurs ont repris de plus belle. Donc, il faut aller régler ce problème-là. Les gens ne peuvent pas vivre dans un cadre de vie polluant, avec des odeurs tous les jours. Les enfants sont là-bas, les personnes âgées sont là-bas. Ce n'est pas normal. Il faut envisager une fermeture de ce centre d'enfouissement. Les Ivoiriens ont réussi à fermer la décharge d'Akwedo, ils l'ont transformé en un grand parc au cœur de la ville. Et il faut s'inspirer de là. Donc, avant d'installer ce centre d'enfouissement, peut-être qu'on n'a pas prévu que la ville allait arriver rapidement là-bas. Aujourd'hui, cette zone-là, c'est totalement la banlieue. Les gens se sont installés partout. Et des gens qui ont des maisons ne peuvent même plus vivre là-bas parce que il y a des odeurs tous les jours. Donc, moi, je voudrais sincèrement interpeller le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Urbanisme, les maires qui sont dans la localité pour trouver rapidement une solution et soulager les populations, nos frères et sœurs qui sont dans ces zones-là. C'est quand même intenable. C'est pas bien. Donc, voilà, j'ai encore porté votre voix. J'espère que, bon, il y aura une solution pour vous. Je vais lire quelques messages de quelques compatriotes qui me sont envoyés. Il y a quelqu'un qui dénonce des faits qui se sont produits au CHU Sylvanus Olympio où le personnel soignant a laissé un nouveau-né qui est mort. La famille ne sait quoi faire. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans notre pays et qui arrivent tous les jours dans notre pays. Et comme c'est un pays d'impunité, il n'y a rien à faire. Mais je partage avec vous le message de ce monsieur qui
qu'on ne peut pas consoler. Il dit, bonjour, monsieur Ferdinand. Si je t'écris, c'est parce que je ne sais à qui écrire pour dire ce que je ressens. Il s'est passé une chose que je n'oublie pas, qui me donne de la rage. Mon frère a perdu son enfant que sa femme venait juste d'accoucher ce vendredi 27 février aux environs de 4 heures. L'enfant était prématuré de 7 mois, mais elle se portait très bien à sa naissance d'après ce qu'ont dit les médecins. En plus de nous refuser de voir la maman depuis 2 heures, qu'on l'avait amenée à l'hôpital jusqu'à 10 heures environ, ils nous ont dit, après la naissance du bébé, qu'ils devaient l'amener à la pédiatrie. Depuis 4 heures jusqu'à 9 heures, ils n'ont pas amené le nouveau-né à la pédiatrie. Et finissent par nous annoncer le décès de l'enfant, qui jadis se portait super bien. Tout ça se passe au CHU Tocoin. Ils auraient apparemment laissé l'enfant pour un soi-disant réunion et visite aux malades. Les médecins fonctionnent dans le je m'en foutisme total chez nous, au Togo. Ils sont capables de regarder une personne mourir de douleur et donner des arguments comme quoi nous sommes occupés, nous avons une réunion, nous sommes au repos. Je t'écris parce que j'ai confiance, tu es toujours la voix des sans-voix, tout ça, et pour dénoncer tout ça, pour que ces pratiques puissent s'arrêter. Bon, c'est un parent qui m'a envoyé ça. Dommage. Il y a un autre qui m'a dit qu'il faut que je jette un coup d'œil sur la Cour des comptes, que l'institution n'existe pratiquement plus parce que tous ceux qui sont là-bas sont des vieux. Voilà ce qu'il dit. Les membres sont très vieux, les membres de la Cour des comptes. Certains d'entre eux sont malades depuis des années et ne viennent même plus au service, mais continuent de percevoir leurs indemnités mensuelles et trimestrielles. Au moment où les vérificateurs qui sont très jeunes et qui maintiennent la vie de l'institution de par leurs efforts intellectuels dans le contrôle et la rédaction des rapports de contrôle, perçoivent des miettes. Pour le recrutement des vérificateurs, cela se fait par voie de concours, selon les tests en vigueur. Mais le secrétaire général, qui se fait appeler le tout-puissant de l'institution, a fait affecter des fonctionnaires nouvellement recrutés et exige à ce qu'ils fassent également la vérification. Le procureur général, garant des textes, a marqué son refus à cela, mais le SG a fait signer les affectations dans les chambres par le président, le premier président qui accepte tout du SG en complicité avec madame économiste qui a eu des problèmes au ministère du Tourisme parce qu'elle faisait des magouilles dans la gestion des biens du ministère et qui, à la cour, tombe dans toutes les sauces avec les magouilles. Elle est dans toutes les missions de formation au moment où les magistrats et vérificateurs sont là. C'est un désordre total à la Cour des comptes avec le mécontentement de tout le personnel. Et si l'on n'arrête pas cette dame dans ses magouilles en complicité avec le SG, cela met en danger la vie de l'institution dans le futur. Pour rappel, cette dernière est la femme, bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Pour rappel, l'organigramme de la Cour est de forme. Aucune division n'est créée. Tout est centralisé au secrétariat général et il gère comme bon lui semble. Des restrictions sont liées aux tests qui régissent l'institution. Bon, voilà. Donc, en gros, la Cour des comptes est là. Les membres qui sont dans cette Cour des comptes sont totalement vieux. Et certains ne viennent même plus au boulot, mais continuent de percevoir leurs indemnités, leurs perdièmes. Et pendant ce temps, les jeunes qui doivent faire le travail sont là à tourner les pouces. Voilà. Alors, il y a le problème du Togo... Togo britannique, voilà. Les gens m'interpellent, il faut que j'en parle, Bon. On va parler du port autonome de Lomé. Alors, le port autonome de Lomé, c'est toujours un petit moment de tension là-bas depuis que j'ai sorti cette histoire avec le contre-amiral Foga Adénion. Et désormais, Foga Adénion a décidé que pour les correspondances, donc les échanges épistolaires, ils ne vont plus utiliser les papiers, ils vont utiliser les fichiers électroniques. Mais ça, c'est encore plus facile à avoir, monsieur l'amiral. Les fichiers électroniques sont beaucoup plus faciles à avoir que papier. Parce que les fichiers électroniques, il suffit que, bon, un petit malin rentre dans la base de données, il va le piquer facilement. Surtout qu'au Togo, là-bas, vous n'avez même pas une sécurité numérique assez renforcée. Si les gens veulent jouer un peu à la voyoucratie avec vous, ils vont rentrer dans vos bases de données, ils vont piquer tout, ils vont extraire tout. Et puis, bon, on prend ce qui est important et puis on jette le reste à la poubelle. Donc, il a interdit que, bon, désormais, il n'y aura plus de fichiers papier. Et puis ensuite, la mission de dames... comment appelle-t-on, qui se rendait aux États-Unis dans le cadre de Winima, je pense que c'est une conférence des femmes, a été annulée. Elle n'y allait pas seule, elle allait avec Madame Chantal Akata. Madame Chantal Akata, c'est la responsable approvisionnement du port. C'est une très proche de Foga Adénion. Je reviendrai sur cette dame Akata qui fait beaucoup de choses pour le contre-amiral Adénion. On reviendra là-dessus. Et donc, la mission là a été annulée. Et voilà, donc on leur avait alloué 4 millions, plus les billets d'avion. S'ils veulent, je vais montrer les billets d'avion, ça, il n'y a pas de souci.
Donc, cette émission a été annulée. Et voilà. Donc, madame, comment appelle-t-on, dame, dans l'été, et son amie, madame Chantal Akata, ne vont plus se rendre aux États-Unis. C'est tant mieux. Voilà. Alors, on passe rapidement à l'OTR. OTR. Alors, il y a toujours un revenu ménage à l'OTR. Vous savez que maintenant, ceux qui font un peu les enquêtes, ils vont aller chercher l'argent dans les maisons des gens. Donc, il y a cela quelques jours, ils sont allés ramasser plus de 600 millions dans la maison d'un directeur d'un département de l'OTR. Je ne vais pas donner son nom, mais c'est un grand directeur. Ils sont allés faire une perquisition à son domicile. Ils ont pris 600 millions, plus de 600 millions. C'est ce qu'ils ont trouvé en espèces chez ce directeur-là, qui a été immédiatement suspendu de sa fonction, de la direction qu'il occupe. Et il y a le directeur informatique. Il y avait aussi, je vous avais dit dans mes lives concernant les dégâts de Tchordier, qu'ils avaient manipulé le système informatique en faisant venir des Ivoiriens. Donc il y a le directeur informatique et ses chefs de division qui ont été affectés, suspendus. Le directeur informatique est totalement suspendu. Les chefs de division ont été affectés. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. C'est chaud à l'OTR. Et il y a le responsable de l'institut de formation. Je vous avais parlé de ça aussi, qui est un proche de Tchordier, je pense que c'est un de ses parents, qui a été suspendu. Je ne sais pas s'il est licencié, mais il a été suspendu avec la secrétaire. À la base, cette école-là, on l'avait créée, c'était un cadre de formation pour renforcer les capacités des cadres et des agents de l'OTR. Mais sous Tchordier, ils ont trouvé un filon pour se faire de l'argent. Ils ont transformé ça en un centre de formation et ils ont commencé par non seulement envoyer leurs proches dans cet institut-là pour les former rapidement et les engager à l'OTR. Donc, il y avait du népotisme. Alors que, normalement, c'est l'ENA qui forme les gens, après, on recrute par concours. Donc, dès qu'ils ont fait de cet institut de formation ou d'encadrement un truc de formation, ils ont envoyé plein de leurs cousins, cousines, tout ça là-bas, et qu'ils ont recruté rapidement dans l'OTR. Donc, les gens ne sont plus passés par l'ENA. Et ils ont vendu cet institut international. Donc, ils ont signé un truc avec les Gabonais. Vous vous rappelez de ces images-là. Ils ont signé un partenariat avec les Gabonais. Tous les voleurs du Gabon ont ramené leurs enfants à Lomé pour les faire former. Et donc, les frais de formation qu'ils payent, qui sont excessivement élevés, ont été partagés entre les réseaux de Tchordier, ses cousins, ses parents. Les gens se sont fait beaucoup d'argent. Or, ce centre de formation ou cet institut son fonctionnement était déjà budgétisé sur les comptes de l'OTR. Donc, aujourd'hui, ce centre de formation et cet institut pose un problème relativement même à l'ENA. Parce que c'est l'ENA qui a la responsabilité de faire former les gens, les cadres de l'administration. Mais aujourd'hui, on transforme une structure de renforcement de capacité de l'OTR en un truc de formation où on forme parallèlement les agents de l'OTR par rapport à l'ENA. Je pense que il y a quelque chose à corriger là-bas. Et madame, comment on l'appelait, Tchega, qui est aux affaires depuis bientôt 4 mois, apparemment, elle ne bouge pas beaucoup. C'est pas une dame qui bosse beaucoup. Quand elle était au ministère, elle se réveillait à 11h, elle venait au boulot à 11h. Mais quand on tient une boîte comme l'OTR, il faut travailler, madame. Il faut prendre des initiatives, il faut bouger, il faut régler les problèmes. Sinon, mais vous allez vous casser les dents. Puisque il se passe des choses pas vraiment catholiques dans la boîte et les gens commencent par se poser des questions si vous avez les épaules assez solides pour pouvoir diriger cette boîte-là. Ce n'est pas une maison de retraite. Il faut se lever comme c'était au ministère de l'Urbanisme et venir au boulot à 10h ou 11h. Il faut lire les dossiers, il faut donner les orientations, il faut suivre les choses. Donc, il faut bouger un peu. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont en attente d'être clarifiées. J'ai parlé de l'Institut, j'ai parlé il y a plein d'inspecteurs ou des cadres de l'OTR qui ont tellement détourné de l'argent et qui aujourd'hui transfèrent leurs biens au nom de leurs proches. Quand vous prenez le contournement, après les Bassito pour aller jusqu'à Mwepé, posez-vous la question de savoir tous les terrains qui sont au bord du goudron, qui sont ceux qui les ont achetés. 4 lots par ici, 8 lots par là, 5 lots par ici, 7 lots par là. Après les Bassito, on en a vendu Mwepé. Tout le contournement là-bas, là. Tous ceux qui ont acheté les terrains au bord de la route. Si vous fouillez les propriétaires de tous ces terrains-là, 80% sont là. Des cadres de l'OTR qui ont acheté des terrains là-bas. 6 lots, 7 lots, 8 lots, tout ça. Et où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? C'est du blanchiment. Donc, vous avez à clarifier un certain nombre de choses selon vos responsabilités. Il y a la BAD qui a financé beaucoup de choses au temps de Tchordier et il y a eu des compléments. Il y a eu l'État aussi qui a mis beaucoup d'argent à disposition de l'OTR et ces financements se sont chevauchés. Et donc, on peut dire qu'il y a eu un double financement ou bien un financement de trop et l'argent a disparu. Donc, il faut voir ça. Il y a beaucoup d'argent fictif à l'OTR. Il faut faire, je ne sais pas comment on appelle, un audit. Un audit des ressources humaines à l'OTR pour détecter les agents fictifs. Il y a beaucoup d'agents fictifs à l'OTR, des gens qui ne travaillent pas à l'OTR, mais qui ont été toujours rémunérés par l'OTR. Il y en a plein. Et ce sont des proches, des familles de ceux qui sont restés pendant longtemps. Il faut regarder et enlever tous ceux qui sont des agents fictifs et engager d'autres jeunes qui sont là, qui n'ont pas de boulot. Il y a eu aussi ce système de quitus fiscal que les gens ont toujours utilisé pour sortir l'argent du pays. Et c'était une manœuvre de votre prédécesseur. Et je pense que il faut essayer
de regarder ça, et de même que la prime qu'on appelle la prime TEL des douaniers, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ne dormez pas sur votre laurier, Madame Tchegan. Je vous avais dit, quand vous avez été nommé, que si vous bossez bien, on parlera. Si vous ne bossez pas bien, on viendra le dire. L'OTF, c'est l'argent de tous les Togolais, c'est l'argent que vous prenez au bord des routes, c'est l'argent que vous prenez chez les femmes au marché, vous harcelez les petits commerçants, les opérateurs économiques, vous fermez les boutiques, les ateliers, les petites entreprises des gens, et cet argent mérite d'être bien géré. Après, quand les gens ont des problèmes, on dit oui, que c'est le fort qui a dit d'amener l'argent. Mais quand fort vous dit d'amener l'argent, il ne vous dit pas de voler votre part. Ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, en privé, il y a ceux qui disent, ah oui, qu'ils ont amené l'argent au PR, à l'époque il était président. Maintenant, il est PC. C'est normal. Bon, si fort vous dit d'apporter de l'argent, peut-être que c'est la pratique. Si fort dit à Adignon, apporte-moi 500 millions ou 1 milliard du port, apporte-moi, Lonato, apportez-moi 1 milliard à la présidence. Bon, lui, il est président de la République, il a peut-être des fonds secrets qu'il a envie d'alimenter ou il fait des trucs. Mais vous qui apportez l'argent, mais si aussi vous mettez aussi 100 millions, 50 millions de côté, le jour où on vous attrape, mais vous n'avez pas à dire que c'est lui qui vous a demandé d'amener l'argent. Vous voulez quoi? Que lui vienne justifier? Vous avez dit à votre salaire. Donc, c'est pas la peine de dire aux gens, oui, on a servi le patron. Mais vous saviez que c'est attentatoire à la loi. Et vous étiez en infraction. C'est pas normal. Donc, c'est pas parce que fois vous dit, apportez 500 millions que vous prenez 700 millions, vous mettez 200 millions de côté, vous lui donnez 500 millions. Bon, pour le cas de fois, on en parlera plus tard. Mais aujourd'hui, c'est vous. Donc, c'est une méthode de voyou, où vous prenez l'argent public, vous jouez avec l'argent public. Pendant ce temps, cet argent-là, vous allez le chercher en courant les entreprises des gens. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Je ne sais pas, au niveau de la technique, si vous pouvez rappeler, avant d'aborder le sujet numéro 2, s'il y a des choses que je n'ai pas eu à dire dans cette première phase. Technique, avant de me dire, si j'ai oublié un sujet. Oui, malheureusement, c'est la pratique. On leur dit d'apporter 100 millions, ils prennent 150 millions, eux, ils gagnent 50 millions. Maintenant, Fort, lui, il sait qu'ils ont l'argent à la maison et il envoie ses éléments aller chercher l'argent à leur domicile. Ce n'est pas la justice qui règle le problème, c'est Fort qui envoie les gens aller chercher l'argent au domicile des bandits. Et cet argent-là, personne ne sait ce qu'il fait avec ça. Personne ne sait ce qu'il fait avec ça. C'est devenu un Far West. Le